cette opportunité d'aller à cette école d'été-là. Ce qu'on va présenter est une petite sous-partie de ce qui a été présenté là, parce qu'on a eu 4 cours de 90 minutes par jour pendant 10 jours, donc ça fait beaucoup. Donc on a vraiment dû faire un choix et à la fin on a encore d'autres highlights sur un slide et ça fait encore pas, c'est encore pas tout. Donc ce que ça va être ici, c'est juste une sorte de recueil de slides que je voulais des présentations. On va parler des modèles génératifs et en gros ce qu'on va faire c'est essayer de générer du signal à partir de vecteurs dans un espace un peu plus gentil que le signal. Donc première slide que j'ai volée, c'est qui a fait cette slide? Bon, normalement, tous les slides auront après une petite source après, et là c'est une slide de Yoshua Bengio qui nous parle de l'hypothèse de la variété sur laquelle se trouvent les données. Et c'est juste pour vous dire que si vous avez un signal typique, par exemple ici les chiffres, si on va d'un 9 à un 3 sur une ligne sur une combinaison convexe en fait, qui passe dans l'espace des pixels du 9 au 3, les états intermédiaires, ça ne va pas être des chiffres. L'espace des chiffres est donc pas... il n'est pas une ligne droite. Donc ce qu'on aimerait avoir, c'est avoir vraiment des espaces dans lesquels on peut faire ce genre d'opération. Donc ce qu'on voit ici, c'est une première couche de réseau de neurones sur laquelle ça marche déjà un peu mieux parce que ça rend compte un peu plus de la courbure de l'espace. Et si on va encore plus loin dans un réseau de neurones, au bout d'un moment, on trouve des représentations qui sont de façon à ce que sur une ligne combinant entre deux entités, on trouvera du signal qui est valable. Voilà. Par contre, ce qui nous intéresse, nous, c'est de partir d'un espace qu'on connaît bien, comme par exemple du bruit uniforme ou un truc qui est géométriquement gentil, vers un signal quelconque. Donc, ça, c'est la situation. On a ici, admettons, un espace cartésien, là en l'occurrence c'est 2D, et on veut trouver une fonction qui nous rend le signal et tout le signal, et on aimerait aussi savoir que pour toutes les entrées ici, on retrouve quelque chose de valable. Voilà. Donc il y a deux approches que je vais présenter. Il y a une qui va être probabiliste et l'autre non. Donc commençons par une façon dont on peut envisager de faire ce genre de choses qui ne va pas marcher. Donc on prend un auto-encodeur classique qui fait passer le signal de haute dimension par un bottleneck d'information et qui essaye de reconstituer le signal. Donc on espère que à l'étape intermédiaire qu'il existe une représentation qui nous donne ces propriétés-là. Et on ne prend que la partie cachée et la sortie. Et on s'est dit, ok, maintenant on devrait pouvoir mettre n'importe quoi dans la partie cachée et ça va nous rendre un signal. Par contre, on n'a pas de contrôle sur le fait que tout état caché nous donne quelque chose de valable à la sortie. Donc il faut travailler un peu plus. Donc le setting en général, c'est de passer d'une représentation latente qu'on va essayer d'avoir le plus simple possible vers notre signal. Ça c'est une notation probabiliste, on peut l'aimer ou pas, mais ici ça va être utile. Donc première approche, ce sera les auto-encodeurs variationnels. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre par exemple un bruit gaussien sur cette variable latente, et on va essayer de générer avec une fonction le signal. Et cette fonction, ça va être un réseau de neurones.
parce qu'on est petit learning meetup, mais ça peut être une fonction quelconque qui nous permette de faire ce genre de choses et d'apprendre. Voilà. Donc ça c'est une bonne idée, on a du bruit à l'entrée, on a un réseau de neurones et puis on aura du signal à la sortie. Sauf que comment on va savoir à quelle instance de bruit on va associer quel signal? Ça c'est cette question-ci. Et la réponse c'est qu'on va essayer de passer du signal à la représentation en même temps. Pour faire ça, on reprend ce même diagramme et on essaye d'aller de la représentation vers cet espace qui est plus gentil. Sauf que, comment on va faire ça? En probabiliste, ça c'est du coup une distribution qui nous donne la distribution du signal étant donné l'espace latent. Pour inverser ça, il faut utiliser la règle de Bayes pour arriver à la conclusion que obtenir la probabilité de Z étant donné le signal, on ne peut pas vraiment calculer ça facilement, sauf pour des cas très très simples, comme dans la famille exponentielle. Ici, ça ne va pas marcher. Donc, il va falloir approximer cette distribution-là. Et ça s'appelle, si on fait ça, généralement, ça s'appelle une approximation variationnelle. Donc on encode d'autres distributions qu'on va appeler Q, qui est paramétrée par phi. Et on va essayer d'approximer ces postérieurs P de Z et X par cette distribution-là. Et pour faire ce genre de choses, pour minimiser une distance entre probabilités, on minimise généralement ce genre de divergence. Voilà, donc c'est ça ce qu'on fera. La question est, c'est quoi Q, phi, Z étant donné X? Là, vous avez raison, c'est un jeu de neurones. Et donc, du coup, on a un réseau de neurones qui va prendre le signal et qui va essayer d'approximer la distribution postérieure, donc l'espace latent. Et à partir de là, on peut régénérer le signal donc, avec l'autre réseau de neurones que j'ai introduit avant. Maintenant, la question est comment on apprend tout ça en même temps. Donc ce qu'on fait, c'est on aimerait bien augmenter un maximum la probabilité de nos données. La probabilité de nos données, si on écrit cette divergence, cette Kullback-Leibler entre les deux termes que j'ai introduits avant, si on l'écrit, on va voir qu'on a la probabilité des données plus cette divergence plus quelque chose qui s'appelle la borne inférieure variationnelle. Ce terme-là, il encode que notre erreur sur la distribution. Donc on aimerait vraiment minimiser ce truc-là. On sait de plus que c'est positif, donc on va l'enlever et on aura une inégalité ici. Donc on sait que notre probabilité des données sera plus grande que cette borne inférieure variationnelle. Et notre borne inférieure variationnelle, elle consiste de deux termes. Et si on fait un peu plus de calcul, on trouve que ça se décompose en quelque chose qui aimerait que notre encodeur soit proche en distribution de l'a priori qui est une gaussienne idée. Et ici, à droite, c'est un terme de reconstruction. Et pourquoi c'est le cas? C'est une espérance sur, étant donné une entrée, une espérance sur les états latents que ça peut générer. Et on aimerait bien que ici, la probabilité de retrouver le même X, étant donné cet état latent, soit haute. Donc on va essayer de maximiser ce truc-là. Et en faisant ça, comment on va le faire? Et ça, c'est l'astuce de toutes ces contributions. Et d'ailleurs, cette contribution-là, ça a été fait par Diederik Kima à Amsterdam. C'est, comment décrire ça? Comment décrire ça bien? Peut-être je vais
donc on aimerait augmenter ce truc-là, et ça se fait en approximant de façon approximant cette espérance-là. Donc voilà, on a ici une somme empirique qui approxime l'espérance qu'on aimerait bien approximer. Et ce qui se passe, c'est qu'on va mettre donc, un signal ici dedans. Ça va encoder un espace latent, mais notre espace latent, en fait, ça encode une distribution. Ça encode toute une distribution de probabilités. On va dire que, par exemple, ça sera des gaussiennes avec des moyennes qu'on va encoder avec notre réseau de neurones, et avec aussi des écartiques encodés par notre réseau de neurones. Et comme c'est une distribution, il va falloir après prendre des échantillons de ce truc-là, on va le faire, et avec un échantillon, on peut reconstruire ici de l'autre côté un signal, et on va espérer que ce soit proche à l'entrée. Donc on met de l'aléatoire dans cette couche intermédiaire, et tout ça, ça va nous donner après la possibilité de mettre vraiment du bruit gaussien ici, et ça va nous sortir une image. Voilà, ça c'est la première partie. Voilà, ok. Et la deuxième partie va plus faire de la probabilité. Ça va utiliser un peu, si on veut, une sorte de théorie du jeu. Pourquoi pas. Donc, vous l'avez ici, on a un joueur qui s'appelle le générateur. Il va essayer de prendre un bruit, il va essayer de générer le signal. Et puis on a un discriminateur, et le discriminateur, il devra nous dire est-ce que ce qu'on lui donne est quelque chose qui a été généré, ou est-ce que c'est des vraies données. Et ces deux joueurs, ils sont des adversaires dans un jeu, et le générateur, il va essayer de faire à ce que le discriminateur n'arrive pas à dire si c'est les vraies données ou des fausses données, et le discriminateur, il va essayer de s'améliorer dans sa tâche à lui. Voilà. Donc, concrètement, on a aussi des réseaux de neurones. Ici à gauche, on a une image qui est une image originale. Ça va passer par le discriminateur. Il va essayer de dire oui, c'est une image originale. Par contre, le générateur, il va prendre un échantillon de bruit. Il va passer ça par son propre réseau de neurones, et il va générer un échantillon, et puis ça va être passé au discriminateur, et le discriminateur, il va essayer de dire 0. Donc ça, c'est un fake. Ça, c'est à l'entraînement. Donc ce qu'on optimise, c'est une fonction comme ça. Donc on a le discriminateur, le générateur. Le discriminateur, il aimerait bien maximiser ce truc-là. Le générateur, il aimerait bien minimiser. Et en fait, si un échantillon est tiré des vraies données, le discriminateur, on aimerait bien qu'il dise oui, c'est des vraies données. Et ici, quand on génère quelque chose, le discriminateur, il devrait dire 0. Donc on aimerait bien 1 moins 0. Généralement, on devrait faire converger le discriminateur. Est-ce que j'ai dit ça dans le bon sens? Oui, le générateur, il devrait converger un peu. Le discriminateur, il devrait converger un peu plus loin que le générateur. Ce qu'on fait, parce que sinon, on tombe dans des petits problèmes. Donc on fait ça en 1D, juste pour visualiser ce qui se passe. Admettons que les vraies données, c'est ça. Et le générateur, il arrive à générer quelque chose comme ça. Du coup, le discriminateur, il va dire si c'est trop à droite, comme ça va être généré, donc je vais mettre une discrimination comme ça. Et le générateur, il voit ça, et si on va le faire converger trop loin, à ce moment-là,
le générateur, il va générer des données ici parce qu'il pense que le discriminateur dit « Ah oui, ça c'est forcément des données ». Donc il faut faire vraiment attention à faire converger les deux en même temps à la bonne vitesse pour que le générateur converge vers à peu près les vraies données. Donc voilà quelques exemples pour les générateurs. Donc les chiffres, c'est quand même assez proche de ce qu'on voudrait avoir. On peut faire ça avec des visages aussi, ça marche un peu moins bien. Ceci dit, ça date. Je pense que maintenant, ils arrivent un peu mieux. Après, on peut essayer ça sur CIFAR 10 sur des réseaux fully connected ou en convolution. Ça donne toujours des choses qui ressemblent à quelque chose qui pourrait être une image naturelle. Et encore aujourd'hui, donc je ne sais pas si c'est la prochaine slide, oui. Sorti dans les dernières quelques jours, ça donne des résultats beaucoup meilleurs. Et en plus, ça, c'est conditionné par la classe CIFAR 10, donc là, on voit que c'est des voitures. Si on regarde de très près, on voit au moins à l'œil que c'est pas ça. Voilà. On peut maintenant s'amuser à essayer dans le bruit de mettre deux dimensions et on peut regarder ce que le générateur génère. Il génère des variétés entières de chiffres. Donc ça c'est cool. Après, on peut encore un développement récent qui étend le modèle des Generative Adversarial Nets à des images beaucoup plus grandes. On va faire ça étape par étape en exploitant le fait que une image, on peut la décomposer plus ou moins en des échelles avec des gaussiennes et des laplaciens. Donc, on va commencer tout à droite et on va injecter un bruit on va faire le même jeu sur une image très très sous-échantillonnée. Ça c'est une vraie image, on va sous-échantillonner ça. On va essayer de générer une vraie image comme ça. Donc ça c'est le bruit qui entre, qui va générer ça, et le discriminateur il va prendre la vraie image et la fausse image, il va dire ce qu'il y en est. Après, on peut conditionner, donc étant donné ce qu'on a déjà généré ici, on va injecter un nouveau bruit et on va essayer de rendre l'image plus grande. Donc on va suréchantillonner ce qui a été déjà généré et on va essayer d'apprendre ce qui se rajoute. Et on va faire ça au fur et à mesure et à chaque fois, il y a un petit bruit qui se rajoute, on essaye d'apprendre la différence, le générateur essaye d'apprendre la différence, il va la rajouter, et comme ça l'image devient de plus en plus grande. Donc on va étape par étape, et ça donne lieu à des images au moins 64 x 64 ou 128 x 128, je ne sais plus, mais on peut faire des tests psychophysiques là-dessus, et même les humains commencent à se tromper quant à l'originalité ou pas de ces images. Donc ici, on a encore une progression. Ça commence comme ça et on rajoute de plus en plus de détails. Ici, c'est plusieurs instances. Et oui, ça c'est plusieurs instances qui commencent avec ça. Et on voit que l'algorithme lui a rajouté des parties différentes qui ont été générées à partir de deux. Voilà. Sinon, donc, on a eu d'autres highlights desquels on ne va pas parler. Donc, il y a toute une plage sur l'optimisation qui a été très très intéressante et qui a touché à beaucoup de domaines. Après, on a aussi eu un talk très très intéressant sur comment on exploite vraiment les architectures computationnelles qu'on a et quelles fautes à ne pas faire. Et après, il y a eu plusieurs présentations sur de l'intégration multimodale, donc ça va un peu dans la direction aussi de ce que Charles a présenté.
et vous allez trouver le tout, tous les slides sur le site internet que vous trouvez par Google si vous mettez Summer School Montréal 2012. Et les vidéos aussi, c'est assez facile à trouver ça. Donc voilà, merci beaucoup.